Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo pour parler d'un match qui a été juste dantesque. Je ne sais pas quel qualificatif on peut employer, mais qui vient de se terminer il y a quelques secondes vraiment. J'ai encore le pouls qui bat à peu près 800 battements par minute. Match de dingue, scénario absolument rocambolesque qui je pense va en rendre certains qui regardent cette vidéo extrêmement déçus, tristes, et c'est totalement compréhensible. D'autres beaucoup plus heureux, il y a une grosse communauté madrilène aussi, que je salue. En tout cas, ouais, c'est un match, je sais pas vraiment par quel bout le prendre, mais c'est un peu l'idée de cette vidéo. Réaction la plus pure et la plus chaude, quelques millisecondes après la fin des événements, et demain on fera l'analyse tactique à froid, avec images détaillées pendant très longtemps, et en essayant de scruter vraiment tous les points de bascule d'une rencontre qui est extraordinaire et qui rentre tout de suite dans le livre d'or de la Ligue des Champions. Donc l'analyse à froid demain, la réaction aujourd'hui, et la réaction c'est waouh. Je sais pas par où on peut commencer, peut-être par le plan du Real Madrid quand même, qui triomphe in fine, rappelons-le, donc 3 buts à 1, et qui accède au quart de finale de la Ligue des Champions, une phrase qui semble assez surréelle comme ça à prononcer, qui accède au quart de finale de la Ligue des Champions à la faveur d'un triplé de Karim Benzema et d'un plan de jeu qui, après avoir initialement énormément déçu et prouvé, disons, montré toutes ses lacunes, le même plan de jeu quasiment a beaucoup mieux fonctionné en seconde période. Ce plan de jeu, c'était une pression extrêmement agressive et haute sur le terrain. Le plan de jeu madrilène, c'était de prendre vraiment à la gorge la relance parisienne, de bloquer le plus possible cette équipe dans sa moitié de terrain, de réussir à enchaîner les phases de possession intéressantes autour du dernier tiers parisien. C'est quelque chose qui a plutôt été bien fait, je trouve, sur les 10-15 premières minutes, où le Real a vraiment lancé cette partie et lancé les hostilités de la, je trouve, meilleure des manières possibles dans le cadre d'un match retour de Ligue des Champions à domicile, en faisant tout de suite chauffer son public, en mettant la pression au maximum sur la relance parisienne et en grattant un certain nombre de ballons, en tout cas en montrant que sur l'état d'esprit, sur l'envie, ils étaient absolument là. Et ce plan tactique bien façonné par Carlo Ancelotti leur a permis, je pense, de faire naître l'énergie nécessaire pour réaliser un exploit. Donc c'était en théorie une approche intéressante. Maintenant, en pratique, elle s'est heurtée sur la première période à ce qui se passait à la perte, c'est-à-dire beaucoup d'espace concédé dans le dos de ce bloc madrilène qui en plus perdait un certain nombre de ballons et qui les perdait pas toujours dans les bonnes zones, pas toujours avec la couverture nécessaire pour se prémunir des transitions offensives du Paris Saint-Germain qui sont absolument létales, et c'est là qu'on a vu un grand Kylian Mbappé, la super passe de Neymar, mais à plusieurs reprises on a vu le PSG réussir de très bonnes incursions dans la moitié de terrain madrilène. Donc voilà, ce plan de jeu, on a envie de dire qu'il a été assez... qu'il n'était pas couronné de réussite en première période, qu'il ouvrait énormément d'espace, surtout que je trouvais que le PSG était bon en transition et meilleur en transition que le Real Madrid, mais aussi meilleur sur la possession. Ce Real Madrid qui avait vocation à enchaîner les séquences de possession, le PSG, dès qu'ils avaient le ballon, ils le faisaient bien mieux, ils réussissaient à vraiment contrôler le tempo, contrôler la partie, enchaîner de bonnes séquences de qualité technique, et juste réussir à faire tourner et à retirer le piquant du match sur de longues minutes. Vraiment, voilà, tout ça c'est la première période. Et ensuite, en seconde, je ne sais pas vraiment comment expliquer. Je pense que dans la vidéo de demain, on aura plus de clés, on réussira à faire une autopsie plus précise, plus détaillée, et on pourra vraiment dire ce qui s'est passé, ce qui a transformé cette partie. Là aujourd'hui, c'est dur à dire. Les changements de Carlo Ancelotti qui ont été intéressants, le Paris Saint-Germain qui peut-être remet le Real Madrid dans le match avec l'erreur de Donnarumma, qui concède assez malheureusement ce 1 partout. Voilà, dans l'autopsie, c'est un peu à qui la faute.
où est-ce que le plan parisien a pêché, ou est-ce que sa performance peut-être tout court a pêché. Est-ce que c'est sur la ligne de 4 que j'ai trouvé en dessous de tout, et je pense qu'il n'y a personne à retirer du niveau de performance, que ce soit Marquinhos, Kimpembe ou même sur les côtés Hakimi, Nuno Mendes. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites avec ballon en première, mais ça pâlit par rapport à la faiblesse de la prestation, notamment purement défensive et sur la protection de la surface sur la seconde période. Donc ouais, dur à dire. Est-ce que c'est la faute de Donnarumma qui remet le Real Madrid dans le match qui lui permet d'y croire? Est-ce que c'est la faute d'une ligne de 4 qui a commis beaucoup trop d'erreurs dans sa surface de réparation? Marquinhos sur le 3e but, mais même avant, par exemple, une petite remise talonnade en première touche. Je crois que c'était peut-être en première période, très mal senti, qui crée un gros danger. Voilà, on verra en revoyant les images et en pouvant se pencher encore plus sur la question, peut-être distinguer quelques éléments micro-tactiques. Peut-être que c'est simplement une question de psychologie. À un moment, je me suis dit que le Paris Saint-Germain avait définitivement vaincu ses démons, avait remplacé le spectre de la remontada par la sérénité, parce qu'il réussissait même à un partout à, comme on a dit, retirer le piquant du match avec de bonnes séquences de possession, etc. Mais in fine, pas du tout. Ce but du 3-1 immédiatement sur l'engagement, c'est typique du PSG, du Camp Nou. C'est exactement le genre de fébrilité mentale dont on se souvient à l'époque, et peut-être que dans une certaine mesure, rien n'a changé. Ce qui semble vraiment très bizarre à dire. Je pensais vraiment que Paris avait dépassé cette phase de sa progression, surtout avec ce contingent de joueurs, de superstars, mais ouais, il y a peut-être encore quelques lacunes dans l'arrière-garde, un petit problème de mentalité, je ne sais pas comment expliquer vraiment ce dénouement. Ça, c'est peut-être parce qu'on le considère trop du point de vue Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il faut en fait regarder l'autre dimension, le Real Madrid, le match extraordinaire, le rebond, la qualité mentale, mais aussi juste technique pure de Karim Benzema, de Luka Modric aussi, qui a été fantastique en seconde période. Vinicius qui en rate une grosse mais qui en crée tellement d'autres. Je sais pas, il y a beaucoup de contributeurs qu'on pourrait mettre en lumière côté Real Madrid, mais c'est fou parce qu'à la 60e minute on pense pas du tout qu'on va tourner l'analyse sur cet angle là, et ouais, il y a beaucoup de choses à revoir. Je pense que c'est un match qui se revoit, à moins qu'on soit supporter parisien, et là c'est compréhensible, là on le revoit jamais, mais sinon c'est un match qu'on revoit 2-3 fois. Énorme partie. Voilà en gros, quand je me posais la question de la faillite, il y a aussi un truc, c'est que le Real a été quand même beaucoup plus proche du 4-1 que le Paris Saint-Germain du 3-2. À 3-1, il reste pourtant une 10-15 minutes. Peut-être que c'est le moment pour les leaders de reprendre le contrôle, de faire ce qui se faisait bien sur la première période et même sur la première heure de jeu. Peut-être que du coup, là, la responsabilité, elle est plus à retrouver niveau entre-jeu, milieu de terrain. Est-ce que Marco Verratti doit passer moins de temps à se plaindre des décisions défavorables et plus de temps à remobiliser son équipe, un pur leadership technique? Est-ce que c'est une question de la ligne de 3 ? C'est vrai que dans ce moment-là, on n'a plus trop vu Kylian Mbappé, Neymar, Messi, un peu pareil. Donc ouais, la responsabilité, elle est forcément collective, mais quels individus est-ce qu'on doit plus ressortir du lot que d'autres? À 3-1, quand le mal est fait défensivement, comment est-ce qu'on réussit à recoller au score? Comment est-ce qu'on sort quelque chose du chapeau pour aller en prolongation? C'est une vraie interrogation, je sais pas, on verra tout ça demain. Mais en tout cas, c'est un match au scénario et au dénouement absolument extraordinaire. Sur mes tops, je mettrais Karim Benzema, bien sûr. La pure qualité technique, mais mentalement, c'est juste un joueur hors norme. Luka Modric aussi. J'aurais envie de mettre Kylian Mbappé parce que la finition en première période, le mal qu'il a fait à cette ligne haute madrilène, j'avais envie de dire à la conclusion de cette rencontre qu'il était le meilleur joueur du monde et qu'il n'y avait même pas vraiment débat. C'est pas un avis qui est plus difficile forcément à soutenir maintenant parce qu'un résultat ne fait pas tout, mais c'est plus dur de le mettre dans le top parce qu'il fait moins pencher la balance mécaniquement, logiquement, et on aurait peut-être aimé davantage le voir sur les 20-30 dernières minutes. Peut-être qu'en top on peut mettre Carlo Ancelotti, un plan qui a mine de rien fonctionné. Des changements assez judicieux autour de la 60e, la sortie de Marco Asensio, judicieuse je pense,
l'entrée de Camavinga, de Rodrigo, ça c'était pas mal. À ce titre, j'étais relativement content dans le sens où je suis en train de préparer une vidéo assez exceptionnelle sur Carlo Ancelotti, mais je pense que lui aussi mérite distinction. Le Bernabéu qui a pâli et qui s'est éteint après le 1-0, mais qui a tellement redonné de la voix, pas sur des chants continus, un peu de manière française ou italienne ou autre, mais tellement réactif, tellement intense, je sais pas, ça crée une ambiance assez phénoménale. Et ouais, c'est peut-être ça que je mettrais en top, avec en flop la ligne de 4 parisienne, Donnarumma qui remet mine de rien le Real dans le match. On peut peut-être estimer qu'il y a faute. Je pense que sur les premiers ralentis, je trouvais qu'il y avait plutôt faute. Sur le dernier qui est passé un petit peu vers la fin de match, je suis moins sûr et je pense qu'en fait le contact, c'est un contact que lui génère après avoir mal relancé, après avoir été mis sous pression par Karim Benzema. Quand on parle du plan de jeu madrilène d'ailleurs, la pression qui a payé, elle a d'abord coûté en première période, mais elle paye parce que c'est celle qui te permet de recoller au score, ce mouvement de Karim Benzema, le bloc monté haut. Ouais, ça c'était un bon exemple peut-être du plan madrilène qui a payé. Voilà, c'est un match qui me laisse un peu hébété, confus, très dur d'analyser comme ça à chaud quelques secondes après la conclusion. Mais je sais pas, c'était juste un match de Ligue des Champions devant lequel, en tant que neutre, j'ai pris beaucoup de plaisir, un peu de souffrance quand même par empathie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui regardent les vidéos, qui regardent la chaîne. Moi je suis pas supporter parisien, mais je ressens un peu de votre tristesse, déception, donc ça c'était un petit peu dur, mais sinon dans l'absolu, match assaut, match de Ligue des Champions énorme, intense, qui va rester dans l'histoire, dont on se souviendra longtemps. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je file uploader cette vidéo et me mettre à travailler sur l'analyse à froid qui sortira demain, longue analyse tactique je pense en début d'après-midi, quelque chose comme ça. On se retrouve demain pour ça. Merci de votre soutien et merci de votre visionnage. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée. Bisous.